lors d'un passage lié à l'explication du contenu. Alors, je partage mon écran ici et c'est mon anti. Voilà, ok, parfait. Bien. Alors, on avait parlé des généralités sur l'audit. On avait dit pourquoi on parle d'audit, pourquoi on ne dit pas le contrôle, on préfère parler d'examen critique. Tout ça, on a évoqué. Donc, on a donc les questions définitionnelles qui, ont, qui nous ont permis en fait de synthétiser la définition d'audit dans un examen critique qui peut porter sur tout ce qui concerne l'organisation. Il peut porter sur les états financiers, auquel cas c'est un audit financier et comptable. Il peut porter sur des systèmes de l'entreprise, tous les systèmes, donc dans une logique holistique et globale. Il peut porter sur les fonctions, il peut porter sur une des fonctions, l'intégralité des fonctions. On parlera à ce moment-là d'audit général, etc. Donc, voilà, il y a autant, moi je m'amuse à dire qu'il y a autant de types d'audits, hein, et on va encore le réitérer, il y a autant de types d'audits que de situations d'audit, hein. Et donc, forcément, quand on enseigne en fait un module pareil, ce qu'on fait, c'est essayer de partir sur une vision un petit peu consensuelle et sommative, pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on fait dans le consensus, alors qu'en fait, il y a des aspects de la réalité qui peuvent ne pas être appréhendés dans le détail, dans cette restitution qu'on fait un peu du contexte. Donc, en fait, la réalité de la pratique d'audit, elle est extrêmement importante, extrêmement variée. Et s'il vous plaît, acceptez ceux qui nous rejoignent parce que après, ça me laissera, moi, le temps, enfin, ça ne va pas m'interrompre. Voilà, donc on a dit donc que l'audit, c'est un concept qui est large, c'est un concept au contenu extrêmement varié et divers. Et élément très important, quand on parle de l'audit aussi, qu'on a expliqué, c'est que l'audit, qui est habilité à faire l'audit, qui est habilité à commanditer un audit au sein de l'organisation, ça dépend du type d'audit en fait. Les situations, c'est-à-dire que des fois, l'entreprise est acculée à mener un audit. C'est-à-dire que l'audit, de par sa situation, son statut juridique, de par le secteur auquel elle appartient, une entreprise est tenue de mener un audit annuel. Par exemple, si vous prenez la microfinance, les institutions de microfinance, les organisations IMF, aujourd'hui on a des IMF au Maroc avec la transformation, donc on n'a pas que des AMC, mais dans tous les cas de figure, les AMC ou les IMF au Maroc sont supposés mener un audit annuel, un audit financier comptable, pour une logique de transparence. Pourquoi? Parce que l'argent qui est là, c'est un argent qui est prêté ou donné en subvention par des investisseurs responsables et ils veulent savoir si leur argent. Donc, c'est un audit qui est exigé par la Banque centrale. Si vous prenez les sociétés anonymes, parce qu'on a un actionnariat qui est varié, parce qu'on a des petits actionnaires qui ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe dans l'entreprise, etc., on est censé auditer les états financiers et, euh, et faire parvenir via la presse écrite ou via les sites web les comptes rendus du commissariat aux comptes. Donc, c'est un audit légal. Et puis, on a de l'autre côté aussi des situations d'audit qui émergent. On peut, parce qu'une entreprise travaille avec une clientèle qui est exigeante en matière du respect de l'environnement, on peut avoir des audits qui touchent des audits environnementaux, hein, pour checker que l'activité n'est pas polluante, etc., etc. On peut avoir des audits sociaux qui sont exigés par les investisseurs parce qu'ils veulent savoir que des investisseurs qui sont sensibles à la situation des salariés au sein de l'entreprise, la situation de la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise, la situation de la responsabilité sociale au sein de l'entreprise. Et donc, en fait, parce que l'entreprise, donc, en fait, concrètement, une entreprise est acculée parce qu'elle travaille avec une multitude de parties prenantes. Ces parties prenantes peuvent effectivement
l'acculer. Ils ont un niveau d'exigence, un niveau de transparence tel que ils l'acculent à produire des audits fréquents, des audits thématiques, des audits qui ne sont pas forcément axés sur la transparence financière, mais plutôt sur la transparence dans la gestion globalement, qui, comme je viens de le dire, qui peut toucher aussi la gestion environnementale. Et puis, de l'autre côté, l'audit peut être simplement commandité par l'entreprise elle-même. Euh, L'entreprise elle-même, elle a besoin de savoir où elle va. Et en fait, elle a besoin de faire le point. Et pour qu'elle puisse faire le point, il faut qu'elle se connaisse bien. Et pour qu'elle puisse se connaître bien, il faut qu'elle se fasse auditer. Et plus on a de regards externes qui se penchent sur la situation de l'entreprise, mieux c'est. C'est-à-dire que quand on est en interne et qu'on essaie un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe, de faire des éléments de diagnostic de ce qui se passe au sein de l'entreprise, on peut être jugé parti. Et on n'a pas besoin d'être jugé parti. On a besoin d'être le plus impartial possible sur la situation vécue par l'entreprise dans un domaine ou dans un tel ou tel domaine ou dans l'intégralité du vécu de l'organisation. Et notre entreprise va commanditer un audit externe. Elle va commanditer un audit externe qui va être fait par un tiers compétent, professionnel, impartial, indépendant, dont l'opinion est inaliénée ou inaliénable, et puis qui va produire un rapport et l'entreprise va essayer de voir, etc. Voilà, donc on a plusieurs situations, si vous voulez, d'audit eu égard à qui a commandité l'audit. Mais comme je viens de le dire, la diversité de nature et type d'audit, elle est tributaire des situations dans lesquelles on se trouve, euh, euh, en plus en plus du commanditaire ou de la manière avec laquelle l'audit a été engagé, volontariste versus non volontariste, etc., les situations d'audit, en fait, peuvent être différenciées en fonction d'un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas embrasser dans l'intégralité. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a une variété, à chaque fois qu'il y a une réalité qui est variée, qui est plurielle, qui est importante, diverse, etc., méthodologiquement parlant, on prêche une lecture qu'on appelle typologique, qui nous permet en fait d'opérer donc une catégorisation du champ, en l'occurrence ici le champ de l'audit, pour pouvoir mieux le comprendre. Et les typologies euh, sont arrêtées à chaque fois par la définition d'un critère. Hein. Donc on prend un critère et à partir de ce critère, on définit un type. Et si je prends par exemple le critère de l'internalité versus externalité, c'est-à-dire qui fait l'audit, qui mène l'audit. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise, en l'occurrence qui est salarié de l'entreprise, ou c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur? Alors, quand c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise, on a forcément dans cette entreprise ce qu'on appelle une cellule ou une fonction d'audit interne. Alors, juste pour mettre les choses au point, l'audit interne dans une organisation est, est un département qui généralement se trouve dans le staff de l'organigramme et non pas dans le line. Vous vous rappelez des structures staff and line, des structures hiérarchico-fonctionnelles que vous avez étudiées en première année de licence? Eh bien, l'audit est un exemple très parlant de département qu'on trouve au niveau du staff, c'est-à-dire du conseil. Alors maintenant, pourquoi on met l'audit au niveau... Alors bien sûr, comment ça se schématise? Vous allez trouver le conseil d'administration et en perpendiculaire, pas dans la ligne, dans le line, dans la hiérarchie. En perpendiculaire, vous allez trouver l'audit. Vous êtes interne. Vous allez trouver le conseil juridique, par exemple, etc. Ça, c'est des fonctions de conseil. Pourquoi on les met là? On les met là pour maintenir leur indépendance. Et un élément extrêmement important
de, pour permettre un peu cette impartialité, cette indépendance de l'opinion qui est recherchée dans la pratique de l'audit, euh, dans le cadre d'audit interne, elle est maintenue par le positionnement de l'audit interne au niveau du staff et non pas au niveau du line, c'est-à-dire dans les fonctions de conseil et non pas dans les fonctions hiérarchiques. Parce que si, pourquoi? Parce qu'en principe, on ne devrait pas, l'auditeur interne ne devrait pas avoir un supérieur hiérarchique, il devrait rendre compte à des instances. Et cette instance à qui elle rend compte, c'est le conseil d'administration, c'est l'assemblée générale de l'entreprise, etc. Voilà donc pour ce qui est de l'audit interne. Où est-ce qu'il se positionne? Alors, pourquoi une entreprise a recours à l'audit interne? Pourquoi ne fait-elle pas de l'audit externe systématiquement à chaque fois qu'elle a besoin d'être auditée? Parce que tout simplement, une entreprise dans les activités sont importantes. Une entreprise dans l'organisation se fait par exemple des filiales. Elle a des filiales, elle a des segments de marché qui sont séparés. Elle a des filiales géographiquement éparpillées. Elle a énormément de choses qui font que c'est comme si elle avait des entreprises dans l'entreprise. Hein. Tout simplement parce que c'est une entreprise qui enfin, qui légalement devrait se doter d'un service d'audit interne. Alors, les IMF à qui j'ai fait allusion tout à l'heure, les IMF disposent d'un service d'audit interne, pas toutes en tout cas, les toutes petites n'en ont pas parce que c'est quand même assez coûteux. Ces IMF qui se sont dotés d'un service audit interne, ils l'ont fait sur recommandation, encore une fois, de la Banque centrale. Donc, c'est la Banque centrale qui dit que pour la bonne gouvernance, etc., pour l'audit interne devrait exister dans de telles structures. La sensibilité sociale un peu de l'entreprise, enfin de ce type d'entreprise, etc. Donc, en gros, l'audit interne va se retrouver dans une entreprise pour des raisons qui sont variées. J'en ai cité une. Alors, une autre raison peut être simplement cette entreprise qui se fait auditer régulièrement, etc. Elle fait un calcul en termes de coût-opportunité, tout simplement. Il se dit, est-ce que combien je dépense dans l'audit externe? Parce qu'avant qu'elle se dote d'un audit interne, elle se fait auditer par des externes. Ok, je dépense 140 000 dirhams par an pour me faire auditer. Et des fois, j'ai besoin de 2 audits annuels, dont un en rapport avec la qualité, l'autre avec les finances, l'audit financier comptable. Donc, ça me fait 14 000, enfin, 140 000 dirhams plus 200 000 dirhams. J'avance des chiffres comme ça. Et puis, ça me fait ah oui, c'est quand même 340 000 dirhams. C'est pas rien, ça. Et se dit, et si je me dotais d'un service d'audit interne, c'est-à-dire que j'aurais un chef, un responsable audit plus 2 auditeurs juniors, et puis éventuellement des stagiaires que je ne payerai pas parce que je me trouve au Maroc. Ça va faire, il y en a un qui va avoir 10 000 dirhams, l'autre qui va avoir, les 2 autres vont avoir 6 000 dirhams chacun. Donc 10 000 et 12 000, 12 000 multiplié par 12, voilà. Et on fait les calculs, on voit que c'est quand même un chiffre qui est inférieur à 340 000 dirhams. Vous comprenez? Et donc, en fait, j'ai fait un calcul en termes de co-opportunité. C'est mieux quand même d'internaliser cette fonction plutôt que de la sous-traiter. Voilà. Et que ce que je garde en mandatory, en externalisation, je garde le commissariat au compte parce que c'est quand même légal et je ne peux pas du tout, si je dois le faire annuellement, je ne peux pas l'internaliser parce que ça s'internalise. Voilà donc en gros l'arbitrage qui se fait entre l'interne et l'externe. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui caractérise quels sont les plus de l'audit interne et les plus de l'audit externe. Alors, l'audit interne, le plus de l'audit interne, c'est que c'est un audit quand même qui est mené par des personnes qui sont là 5 jours sur 7 dans l'organisation, 8 heures par jour,
Et donc, en fait, ils ne travaillent que sur le cas de notre entreprise. Ils ne sont pas éparpillés. Ils font un focus sur les missions à mener qu'ils ont pu coucher sur leur carnet d'audit, mais qui intéressent notre entreprise. Donc, ils connaissent l'entreprise à N-2, ils connaissent l'entreprise à N-1, ils connaissent l'entreprise en l'état actuel N, et ils sont aux projections stratégiques de l'entreprise à N plus 1, plus 2, etc. Donc, voilà, il y a une... et puis donc, quand ils emmenaient une mission, par exemple, en N-1, et qu'aujourd'hui, il y a un aspect nouveau qu'il faut qu'ils éclairent, ben, ils vont se baser sur le rapport qu'ils ont produit en N-1. Donc, il y a une certaine continuité, on va dire, des analyses réalisées avec, couplées avec une familiarité avec l'organisation, avec les opérations de l'organisation, avec le vécu de l'organisation, et ça, c'est un must. Deuxième chose, la possibilité de reprendre les conclusions des interventions précédentes. Enfin, c'est un peu plus ou moins ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand j'ai mené un rapport, quand j'ai mené par exemple un audit du service commercial l'année dernière, aujourd'hui il y a un aspect ponctué sur lequel il faut que je me penche et, donc je vais juste faire le update, la mise à jour du rapport par rapport aux nouveautés donc, qui viennent de se produire. Euh, Élément aussi très important, la familiarité à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est pas une familiarité avec les personnes. La familiarité à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est une familiarité qui concerne la culture de l'entreprise. Je suis en fait de la culture de l'entreprise. Je suis en fait, parce que j'y vis, hein, je suis au fait de ce qui se passe dans l'entreprise. Je suis au fait de la culture organisationnelle de l'entreprise, de, de valeurs centrales de l'entreprise. Et donc, en fait, ça va, ça va se traduire par des recommandations qui sied ou qui correspondent à cette singularité culturelle de l'organisation. Euh, et puis, élément important aussi tout à l'heure, je vous l'ai montré par 1 plus 1 égale 2, comment en fait le calcul qui se fait en termes de coût-opportunité, est-ce que c'est opportun pour moi d'avoir un service d'audit interne au sein de mon organisation et combien ça va même coûter. Donc, en gros, à tous les coups, l'audit interne est beaucoup moins coûteux que l'audit externe. Et puis, voilà. Donc, voilà par rapport un peu à ces, de manière très sommative, ces caractéristiques de l'audit. Alors maintenant, juste pour toujours en rapport avec l'audit interne, qu'est-ce qui, enfin, peut-être une chose que je vais, peut-être sur laquelle je vais anticiper par rapport à ce que je vais développer sur l'audit externe, mais qu'est-ce que, bon, ça, on a vu un certain nombre de choses qui sont, qui peuvent être assimilées à des avantages de l'audit interne. Alors, l'audit interne présente aussi des inconvénients, entre guillemets. Quels sont ces inconvénients? Alors, premier inconvénient, c'est le fait que un auditeur, quoique, il tient absolument à être indépendant parce que il y a deux conditions hein, très importantes pour l'exercice du métier d'auditeur. C'est être compétent dans son champ. Si je suis amené à faire de l'audit social, je suis supposé être bon en audit, donc un peu la méthodologie, les techniques, les outils, etc. Mais pas que. Je dois également être assez, assez connaisseur de la gestion des ressources humaines. Toutes les problématiques liées au recrutement, à la formation, à la responsabilité sociale, etc. Tous ces aspects-là, je devrais les maîtriser. Et plus je maîtrise, bien entendu, plus mes recommandations, le cas échéant, seraient pertinentes. Alors, maintenant, comment l'auditeur interne travaille hein? L'auditeur interne, travaille, ne travaille pas tout seul. Il travaille en fait sur la base d'éléments qui lui sont donnés. C'est vrai sur la base d'enquêtes qualitatives qu'il peut mener en interne, mais également sur la base
de conclusion d'un autre service qui est le service du contrôle de gestion. C'est-à-dire le contrôleur de gestion, il sort son rapport sur les écarts de performance. La performance, c'est large, ça peut englober les performances financières, mais la performance sociale aussi, et les conclusions du contrôle de gestion, les conclusions de l'audit externe, les recommandations du conseil d'administration sont autant de choses qui peuvent orienter le travail de l'auditeur interne. C'est-à-dire que l'auditeur interne ne se réveille pas un matin en allant à la cafétéria de la société, il prend un café, il rencontre quelqu'un qui ne lui dit pas bonjour, et hop, il se dit, ah, ce gars-là, il ne m'a pas dit bonjour, alors ok, demain je vais l'auditer. J'aime pas sa tête. Pourquoi il m'a pas dit bonjour? Pourquoi il était distrait? Non, il n'est pas aussi subjectif que ça. C'est pas lunatique. C'est quelque chose, les points de contrôle, les éléments sur lesquels l'auditeur interne va construire son plan d'audit, ils sont objectifs. Et donc, j'en ai cité quelques-uns. J'ai cité les conclusions du contrôle de gestion, à la fois sur les questions relatives aux écarts de performance financière, performance sociale, bon, performance globale en tout, et les recommandations d'audit externe. Ça peut être un commissariat aux comptes qui est passé cette année et qui nous a lancé, nous a aiguillonné sur un certain nombre de pistes, mais ça peut être aussi le conseil d'administration. Moi, je siège dans 2 conseils d'administration. On voit des écarts des fois sur les états financiers, sur la gestion, etc. Et puis on dit, ah non, écoutez, il faut faire attention, la prochaine fois, on aimerait bien avoir un travail un peu plus poussé de la part de l'auditeur sur ces aspects-là, tous ces aspects-là, et on les nomme. Et donc, ça se met dans notre PV du conseil d'administration, et le prochain conseil d'administration, dans 3 mois, on questionne l'auditeur sur ce qu'on avait, le suivi des recommandations. On appelle ça le suivi des recommandations. Est-ce que cet élément auquel, cette anomalie ou ce dysfonctionnement sur lequel on a attiré l'attention du management de l'organisation, est-ce qu'il a été traité ou pas? Est-ce qu'un audit a été engagé ou pas? Quelles en ont été les conclusions, etc. Donc, 3 éléments, pour ne citer que ceux-là, qui aident l'auditeur interne à définir un peu son planning d'intervention. Voilà par rapport à l'audit interne. S'agissant de l'audit externe, il permet une plus grande indépendance pour l'auditeur. Pourquoi? Parce que, bon, par exemple, je prends un auditeur externe, le jour J, le service qui va se faire auditer ou l'entreprise globalement ne sait pas qui va atterrir. Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Jack? Est-ce que c'est Ahmed? Est-ce que c'est Rita? On ne sait même pas à quoi ressemble la personne qui va atterrir chez nous le jour J. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un audit va être là et qu'il va rester chez nous pendant 1 mois et qu'il y a un bureau qui doit lui être dédié et qu'il y a des informations qui doivent lui être remises pour qu'il puisse mener son travail donc d'audit comme il se doit. Donc, l'auditeur est indépendant puisqu'il ne connaît personne. Hein. C'est pas il va intervenir chez nous pendant 1 mois et puis il va partir et puis il ne va pas forcément revenir l'année d'après. Il ne va pas revenir le jour d'après. Donc, voilà, c'est en fonction d'une mission. La mission, elle est définie et les honoraires sont fixés sur le nombre de jours d'intervention et ces jours sont comptés. D'accord? On appelle ça les jours ombres. Alors, une plus large gamme de références extérieures, c'est-à-dire en fait, c'est le degré de professionnalisation qui est plus élevé. Forcément, alors c'est pas moi qui vais contredire ce point-là, qui est très important à mon sens. Moi, je trouve que le métier le plus professionnalisant qui puisse exister, c'est le métier d'auditeur. Hein. Il y a des missions auxquelles j'avais pris part il y a très très longtemps, des missions que j'évoquerai avec vous, dans le moindre petit détail. Ce sont des missions qui sont historiques parce que j'ai eu la chance de prendre part à des missions
qui n'ont pas été, je veux dire, qui sont pas dans le remake, quoi. C'est pas des missions qu'on fait cette année. J'audite une fonction marketing d'une entreprise multinationale. Ouais, enfin, ça risque de se reproduire l'année prochaine ou l'année d'après ou dans 5 ans, etc. Les missions auxquelles j'ai pris part, il y en a une qui n'a jamais, qui a eu lieu en 95. C'est là où je démarrais un peu le métier sur le terrain. Donc, j'étais auditrice junior et j'ai eu la chance d'y prendre part en 95. C'est l'audit des collectivités territoriales. Ça a été un audit global. Après, en 98, c'était la restructuration du secteur minier artisanal dans les mines du Sud, à Arfoud, Rachidia et Zempura, etc. Donc, les mines artisanales qui ont été laissées en exploitation, ce qu'on appelle les artisans mineurs, par les colons. Voilà, il y a des missions dont je me rappelle le moindre petit détail. Mais c'est-à-dire que quand je vous parlerai de l'expérience du secteur minier, je vous parlerai de la baritie, je vous parlerai du plan, je vous parlerai des trucs, d'un jargon technique sur l'exploitation minière. Hein. J'aurais jamais, mais jamais, si j'avais pas participé à cette mission, j'aurais jamais mis les pieds dans ces zones-là. J'aurais jamais eu ou pris connaissance de ces choses-là. J'aurais jamais eu la curiosité de savoir comment une mine est exploitée. Voilà. Donc, pour vous dire que, et plus vous faites de missions, et plus c'est professionnel, plus vous prenez connaissance des processus dans cette activité, dans ce secteur, dans cette filière, dans cette entreprise, et plus vous développez des connaissances que vous n'avez métiers, hein, des connaissances métiers, que vous n'aurez jamais développé autrement. Donc, personnellement, à chaque fois qu'il y avait d'ailleurs, ce que je fais actuellement avec l'OIT, je me dis jamais j'aurais soupçonné. Enfin, j'ai fait 3 missions et apparemment je vais être reconduite pour une quatrième. J'aurais jamais soupçonné que moi, à la base financière, je même si j'ai progressivement développé enfin, des expertises au niveau des problématiques de l'inclusion plus récemment depuis une dizaine d'années, j'aurais jamais soupçonné en fait que je partirais sur ces terrains-là. Euh, Parce que, enfin, autre part, si on fait un peu cet hermétisme disciplinaire, on se dirait, mais it's not my cup of tea. C'est pas ma tasse de thé, je vais pas m'y aventurer. Mais en fait, si vous êtes bien outillé méthodologiquement, vous pourrez facilement intégrer tous les contextes organisationnels et vous ériger en expert d'un champ donné, tout simplement par enfin, simplement par la hauteur méthodologique que vous pouvez avoir. Parce que le métier de l'audit, je crois que c'est l'un et qui vous engage sur la question de la consultance ou le consulting, c'est le métier où il faut faire le plus part de bon sens. Et si on n'interpelle pas le bon sens, on ne peut pas être pertinent. Voilà. Donc, moi, je crois qu'on peut être spécialiste de toutes les questions qu'on veut. Il faut simplement qu'on mette les moyens méthodologiques pour comprendre les phénomènes, pour en saisir les contours métiers, en saisir les contours qui nous échappent, etc. Mais après, par le biais de triangulation, on peut facilement opérer. Si vous permettez, je prendrai un appel rapidement et je reviens à vous rapidement. Hop.
Je suis de retour, excusez-moi. Alors, on va continuer. Donc, je parlais de ce professionnalisme que permet l'audit externe, qui n'est pas acquis dans le cas de l'audit interne. Et cette professionnalisation, ben, je vous expliquais un petit peu comment elle se traduisait concrètement en vous parlant du cas particulier de l'auditrice freelance que je suis et comment en fait, au final, quand on est auditeur, moi personnellement en tant que freelance, j'ai tendance à accepter des missions nouvelles, même si elles se trouvent très challenging pour moi, même si elles présentent énormément de nouveautés, mais en même temps, après coup, je développe une bonne connaissance de la nouvelle profession, du métier dans lequel j'ai fait mon intervention. Vous arrivez à m'entendre, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui, madame. Ok, parfait. Alors, autre point très important dans le cas de l'audit externe, c'est que c'est un audit dans lequel et je l'expliquais autrement tout à l'heure, c'est un audit qui cache la personnalité du prescripteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure en d'autres termes. Lorsque je sais qu'un audit va démarrer demain chez moi, je ne sais pas qui va atterrir chez moi. Je ne sais pas qui va m'auditer. Hein. Je ne sais pas à qui a été assignée la mission d'audit. Voilà. C'est pas comme j'ai un service au sein de l'entreprise, un service d'audit interne dans lequel j'ai 3 employés ou 3 salariés. J'ai un responsable d'audit qui s'appelle Mohamed, 2 auditeurs juniors, Rita et Christian. Voilà. Donc, je ne sais pas, enfin, ces personnes-là, si je sais, si je suis, enfin, si j'ai été informée qu'un audit interne ou mon service va faire l'objet d'un audit interne, je sais que c'est ou Rita ou Mohamed ou Christian qui vont atterrir chez moi. Par contre, lorsqu'il y a un audit externe, mon service fait l'objet d'un audit externe, je ne sais pas qui va atterrir chez moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est une mission qui a été confiée à Mazars, à Price, à KPMG, etc. C'est toute l'information que j'ai. Voilà donc par rapport à ce clivage audit interne, audit externe. Maintenant, on a un autre clivage et ce clivage nous permet de distinguer entre l'audit financier. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la définition de l'audit, j'ai dit que l'audit, en fait, c'est l'examen critique qui peut porter sur les états financiers, sur les fonctions, sur les systèmes au sein de l'organisation. Alors, quand l'audit ou l'examen critique porte sur les états financiers de l'entreprise, on l'appelle audit financier et comptable. En plus. Dans ce type d'audit, en fait, on essaie de voir si les états financiers de l'entreprise reflètent l'image fidèle. Alors, élément très important, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans une vision idéale de ce que doivent être les états financiers, c'est que cette vision idéale devrait faire en sorte à ce que les états financiers traduisent exactement, fidèlement, parfaitement, totalement, de manière aussi fidèle, aussi proche de la réalité que possible, la réalité vécue par l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on dit l'image reflète l'image fidèle, non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que les états financiers traduisent la réalité. C'est tout. Il faut que ce qui a été vécu réellement par l'entreprise au quotidien, etc., traduit par des transactions qui donnent lieu à des flux réels, des flux financiers, etc., que tout ça soit consigné dans les états financiers, que les états financiers traduisent tout ce qui s'est passé dans la réalité. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on recherche quand on est auditeur? On recherche les anomalies, les écarts entre la réalité telle qu'elle a été réellement vécue par l'entreprise et ses états financiers. Et tout dysfonctionnement qui n'est pas justifié renvoie à une anomalie et cette anomalie peut consigner effectivement, ça dépend du degré de son importance, l'anomalie peut être interprétée comme une fraude, etc. Est-ce que
Bien, euh, sachant une chose, c'est que cet audit financier, dans lequel on essaie de savoir si les états financiers traduisent la réalité, fidèlement la réalité vécue par les entreprises, ou traduisent d'image fidèle, pour faire court, cet audit financier, il est mené à la fois dans une logique qu'on appelle contractuelle et à la fois dans une logique qui peut être légale. Le cas de l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cas où, par exemple, c'est la loi qui vous oblige à vous faire auditer, ça s'appelle un commissariat aux comptes, ça s'appelle un audit légal. Et dans ce cas, donc la perspective de l'audit, c'est un audit légal, et les conclusions de l'audit renvoient à quoi? Renvoient à certifier sans réserve les états financiers de l'entreprise, certifier avec réserve les états financiers de l'entreprise et motiver aussi l'opinion lorsqu'il s'agit de refuser la certification des états financiers parce qu'on se dit qu'elle ne reflète pas du tout la quantité des anomalies qui ont été repérées, des anomalies qui ont été identifiées, en fait, montre un écart flagrant et dangereux entre la réalité et ce qui est reproduit dans les états financiers. Dans ce cas, il suffit simplement de motiver mon opinion. De toute façon, l'opinion doit être motivée à tous les coups, doit être justifiée à tous les coups. Et donc, je justifie la conclusion que j'ai donnée de cet audit légal. L'autre perspective contractuelle, ça veut dire que l'audit en fait des états financiers n'a pas été mené par exigence légale, il a été mené simplement dans le cadre d'une volonté de l'entreprise de se faire auditer parce qu'elle a envie de faire le point. Par exemple, pourquoi je ferais auditer, moi, entreprise, mes états financiers, un audit financier comptable d'ordre contractuel, je le ferais tout simplement pour pouvoir justifier, motiver une décision importante qui va m'engager financièrement. Si j'ai envie de m'internationaliser, si j'ai envie d'investir, d'augmenter mes unités de production, etc. Mais je ne sais pas si mes états financiers, ma situation financière le permettent. Donc, j'ai besoin de faire un diagnostic financier, mais avec un regard externe qui me permettra de profiter du professionnalisme. Ça, c'est un point très, très important. Peut-être que je n'ai pas évoqué au niveau de l'audit externe. Pourquoi recourir à l'audit externe par une entreprise en dehors des situations dont j'ai parlé tout à l'heure? Un autre élément important qui justifie le recours à l'audit externe, c'est pouvoir profiter de cette capacité de professionnel de l'auditeur, de cette connaissance de l'auditeur d'un métier. Par exemple, je vais auditer une entreprise du textile habillement. Si ça se trouve, ce n'est pas la première entreprise que je vais auditer qui appartient à cette branche d'activité. Si ça se trouve, c'est la 10e entreprise. Et donc, j'ai développé une bonne connaissance de cette branche d'activité du textile habillement à telle enseigne que je peux, sans que je fasse du plagiat sur la situation d'une entreprise, mais je suis tellement imprégnée par la connaissance de ce secteur que je peux, dans mes recommandations, donner des pistes d'amélioration intéressantes et réalistes. Voilà, pertinentes. Et donc, en fait, l'audit financier contractuel, justement, le recours à cet audit financier de manière très volontariste de la part de l'entreprise peut être fait simplement pour l'entreprise recherche ce niveau d'expertise qui existe chez l'auditeur externe pour qu'il puisse lui permettre de s'améliorer, mais dans le réalisme le plus absolu et le plus plat qui puisse exister. Voilà. Alors, à la fois l'audit financier et l'audit opérationnel peuvent être exercés dans une logique interne comme ils peuvent être exercés dans une perspective externe, sachez-le. Alors, si l'on prend l'audit opérationnel, alors on se retrouve où? Alors, c'est là où l'audit social finalement va s'inscrire. L'audit social, c'est un audit opérationnel qui peut être conduit en interne comme il peut être conduit en externe. Donc, c'est un audit opérationnel. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un audit financier. L'audit opérationnel, alors c'est quoi l'audit opérationnel? Enfin,
versus, il y a le financier, mais tout ce qui n'est pas financier, ça rentre dans l'opérationnel. Il n'y a pas de limite dans l'audit opérationnel. L'audit, faites très attention. L'audit opérationnel, ce n'est pas l'audit des opérations courantes. Parce que si vous prenez un petit peu les niveaux de contrôle qui sont distingués dans la littérature en sciences de gestion par Anthony, il vous dit qu'il y a 3 niveaux de contrôle dans une organisation. Il y a le niveau de contrôle opérationnel, d'accord? Le bas, si vous prenez, ça va ressembler à une pyramide, et la pyramide, le bas de la pyramide, ça va être l'audit opérationnel. Et on le définit comme étant le contrôle, excusez-moi, le contrôle opérationnel, pour citer Anthony. Le contrôle opérationnel, c'est le contrôle des opérations courantes dans l'entreprise. Après, il y a le niveau de gestion au milieu, le management. Le niveau de gestion, on lui fait correspondre, selon Anthony, on lui fait correspondre l'audit, plutôt le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion se retrouve au milieu. Je contrôle la gestion. C'est le niveau de contrôle tactique. Et après, il y a le sommet stratégique à qui on fait correspondre le contrôle stratégique. Ça, c'est pas, en audit opérationnel, c'est pas ça. Parce que l'audit opérationnel, je peux le trouver partout. Un audit stratégique peut être un audit, une composante de la stratégie peut relever de l'audit opérationnel. Donc, quand on dit audit opérationnel, ce n'est pas l'audit des opérations courantes. Ce n'est pas l'audit des opérations que je fais au quotidien. Ce n'est pas, par exemple, qu'est-ce que je fais au quotidien dans une banque, par exemple? La remise des chèques, la remise des chèques par les clients, le traitement des demandes de mutation de compte, enfin, des trucs que je trouve au quotidien, les éléments qui sont liés à la caisse, etc. etc. Donc, ça, c'est un contrôle opérationnel, mais ce n'est pas de l'audit opérationnel. L'audit opérationnel, c'est l'audit des fonctions des systèmes au sein de l'entreprise. Faites très attention. Parce que si on suit la distinction des niveaux de gestion qui sont distribués entre, si je prends une pyramide, le bas, ça sera le niveau opérationnel. Le milieu, ça sera le niveau tactique ou de gestion. Et le top, ça sera le sommet stratégique. Et Anthony, il vous dit, on fait correspondre 3 niveaux de contrôle aux 3 niveaux de gestion. Le contrôle opérationnel pour le niveau opérationnel, le contrôle de gestion pour le niveau tactique et le contrôle de stratégique pour le sommet stratégique, qui est le niveau stratégique. C'est pas ça. C'est pas ce volet de la littérature. Lorsque je fais de l'audit opérationnel, c'est en fait un audit qui intéresse les systèmes, les fonctions dans l'entreprise. En gros, tout ce qui n'est pas financier. Voilà, pour faire court. Et donc, je peux auditer dans la même foulée. Je peux auditer le système d'information, ce sera un audit opérationnel. Je peux auditer les méthodes employées dans le management pour la motivation, etc. Un audit de la direction, c'est un audit opérationnel. Un audit de la gestion des ressources humaines, c'est un audit opérationnel. Un audit stratégique serait un audit opérationnel. Je ne sais pas si ce point est clair pour vous. D'habitude, je l'explique avec de la craie sur un tableau. Mais bon, faute de ça, je me suis mise à l'oral, à expliquer à l'oral, donc je ne sais pas si ce point est clair et s'il n'est pas confondant pour vous. Je vous écoute. Vous m'entendez ou pas? Oui, madame. Est-ce que c'est ce que je viens de dire là? Oui, madame. Cette distinction dans le caractère opérationnel de l'audit. Il ne faut pas confondre avec le contrôle des opérations courantes. L'audit opérationnel, pour vous en sortir dans la compréhension, assimilez-le à tout ce qui n'est pas financier. Donc, ça peut être l'audit des fonctions, l'audit la trésorerie, ce sera dans le finance. L'audit donc des systèmes d'information, c'est un audit opérationnel. L'audit stratégique, c'est un audit opérationnel. L'audit de la gestion des ressources humaines, c'est un audit. L'audit qualité, c'est un audit opérationnel. D'accord? L'audit de la production, c'est un audit opérationnel. Donc, faites très attention. C'est pas ça peut être un biais du langage, mais faites très attention à quoi. Si je dis contrôle opérationnel, là oui, c'est le contrôle des opérations courantes. Si je dis audit opérationnel, ça renvoie, c'est un concept
l'audit opérationnel, ça va ensemble. D'accord? Audit et opérationnel. C'est pas, j'interprète pas audit d'un côté, opérationnel de l'autre pour envoyer aux opérations courantes. Non, 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 non. C'est pas la même chose que le contrôle opérationnel. Voilà, donc, et pour sommer, donc j'ai dit que l'audit opérationnel, ou plutôt l'audit social qui nous intéresse, c'est un audit à la fois opérationnel et qui peut être mené en interne au sein de l'entreprise par les compétences qui existent dans ce service au sein de l'entreprise, comme il peut être exercé en externe. Alors, troisième typologie, là aussi une des typologies les plus importantes, c'est la distinction qui est faite dans la littérature et dans la pratique entre l'audit légal et l'audit contractuel. Alors, l'audit légal, on l'appelle aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'appelle audit légal, on l'appelle commissariat aux comptes. D'accord? Alors, c'est un audit, comme son nom l'indique, il est obligatoirement, le fait qu'il soit mené est fondé par un impératif légal, c'est-à-dire c'est la loi qui vous oblige à mener cet audit ou à faire mener cet audit. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être le cas des sociétés anonymes, sans obliger de par la loi, ça peut être le cas des institutions de microfinance, parce qu'il y a le ministère de tutelle, mais aussi surtout l'organe de supervision qui est la Banque centrale qui les oblige à le faire. Donc, les missions qui sont définies dans ce cadre le sont par des textes légaux qui définissent à la fois les conditions de désignation du commissaire aux comptes, si c'est pour 3 ans, si c'est pour moins que ça, et c'est généralement pour 3 ans, renouvelable une fois, dans le cas de l'IMF avec la même enseigne, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, si vous avez pris KPMG pour 3 années, vous avez signé un contrat pendant 3 ans, vous avez droit à un seul renouvellement de 3 années. Mais après, au-delà, vous êtes obligé de changer de prestataire, de passer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour pallier à la question de la familiarité et pour que l'auditeur maintienne son indépendance, en principe qui est très recherché par ailleurs. Donc, comme je vous l'ai déjà souligné, signalé plutôt, dans l'autre cours ou le cours précédent, je vous avais parlé de scandale d'audit, me semble-t-il. Le scandale d'Enron est très révélateur avec le cabinet Arthur Andersen. Donc, un cabinet qui, complaisant sur les conclusions de son audit, il certifie les états financiers comme bref, l'étant l'image fidèle de l'organisation, alors qu'il n'en est rien, que la réalité est tout à fait autre et que l'entreprise présente ses finances présentent des zones de faiblesse extrêmement importantes qui peuvent mettre en danger ou en précarité les employés et leur situation. Et donc ça, c'est très, ça a été puni dans le cas d'Enron, ça a été puni par la loi. Donc Arthur Andersen n'exerce plus aux États-Unis depuis lors. Donc on définit également les conditions d'exercice de la mission, etc. Donc voilà, c'est défini par des textes de loi dans le cadre de la profession ou dans le cadre de ce statut légal qui est adopté par l'entreprise et qui donne lieu à ce type d'audit annuellement. C'est un audit qui aboutit à la certification des comptes annuels. Alors, les conclusions de cette certification peuvent être de trois formulations. Donc, on a la certification de je certifie avec sans réserve que les états financiers reflètent. Vous trouverez pas mal de formules de circonstances sur le net, de rapports d'auditeurs. Donc, je certifie sans réserve. Je certifie avec réserve et je montre la nature de la réserve. Je refuse de certifier. Mais dans tous les cas de figure, les conclusions de l'auditeur doivent être justifiées. Je ne viens pas comme ça et je balance généralement la conclusion qui est signée par le commissaire aux comptes à la fin du rapport et elle est motivée par le contenu du rapport. Et des anomalies qui sont listées dont le cheminement est identifié et pour montrer que il n'y a pas eu d'explication à tel ou tel dysfonctionnement et du coup le dysfonctionnement atterrit dans le champ des anomalies et on explique tout le danger que cela présente
sur la sécurité des actifs, pour les actionnaires, etc., etc. Donc, il faut que l'opinion, en fait, somme toute, il faut que l'opinion soit motivée. Il ne faut pas qu'elle soit qu'une formule balancée à la fin d'un rapport pour plaire, plaire au chef d'entreprise. Non, non, non. Donc, il faut vraiment que ce soit vraiment extrêmement justifié dans le corps du rapport. Et dans ce type d'audit, on est extrêmement regardant sur les questions liées au respect des règles légales et déontologiques. Par exemple, on a une pratique très, très courante au Maroc, des personnes qui n'ont pas le titre de commissaire aux comptes et qui ont pratiqué un peu l'audit sur le tas. Donc, ils n'ont pas la signature, ils n'ont pas la qualification, ils n'ont pas le cachet. Hein, on dit ça dans le métier, avoir le cachet ou pas avoir le cachet. Ils n'ont pas le cachet. Et ces personnes peuvent se voir attribuer des missions d'audit et à travers ces prêtes signatures, prêtes cachets, prêtes non. Et au final, l'auditeur, il prête son cachet à 12 000 dirhams le dossier, alors qu'il n'a pas travaillé le dossier. Donc ça, c'est vraiment des pratiques qui ne sont pas déontologiquement, elles existent, hein, c'est un fait, hein, mais elles existent beaucoup même. Mais dites-vous bien que ce ne sont ni déontologiquement ni légalement des pratiques recommandables. Voilà. Mais pour nommer un chat, effectivement, c'est une réalité prégnante, existante, prééminente, mais problématique sur tous les plans, à la fois déontologique et légal. Alors, bien. Pardon. Alors, oui, je ne sais pas si... oui, alors, pour l'audit contractuel, hein, tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui n'est pas dicté par la loi s'appelle en fait, atterrit dans le champ du contractuel. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise de son propre gré, de son plein gré, volontairement, de manière volontariste, c'est elle qui commandite un audit. Pourquoi elle le fait? Pour la raison dont je vous ai déjà parlé, pour avoir un regard externe, pour qu'elle puisse avoir un regard externe sur sa réalité, sur son fonctionnement, sur ce qui se passe chez elle, pour qu'elle puisse motiver ou pour qu'elle puisse prendre des décisions qui vont l'engager dans le futur. Et elle n'a pas envie on va dire, elle n'a pas envie de prendre le risque de rater quelque chose. Elle se dit, bah, écoutez, vaut mieux que je perde un peu d'argent en engageant un auditeur externe, en l'occurrence, parce que la contractualité se passe dans l'audit externe et non pas interne, parce que c'est un contrat. Or, je ne peux pas faire un contrat avec quelqu'un que j'embauche. J'ai déjà embauché, donc j'ai déjà un contrat d'embauche avec lui dans le cadre du recrutement. Dans l'audit contractuel renvoie à la sous-traitance. Donc, je sous-traite la mission d'audit à une structure compétente, en l'occurrence un cabinet d'audit, qui va, de par l'expertise qu'il a, donner son avis sur la situation que je lui demande d'auditer. Alors, est-ce qu'on a une configuration possible de l'audit contractuel? Eh bien non. En fait, vous pouvez imaginer toutes les configurations possibles. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a autant d'audits que de situations qui donnent naissance à l'audit ou à la nécessité de se faire auditer. Là, ça prend tout son sens, ce que je viens de dire prend tout son sens dans la situation de l'audit contractuel, puisque le service que le prestataire auditeur va faire pour l'entreprise est modulable en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. C'est-à-dire que personnellement, je me rappelle à un moment donné, je crois que c'était dans les années 2000, vers 2009, 2008, 2009, me semble-t-il, 2007, 2008, 2009, je ne me rappelle plus exactement, une PME avait demandé à ce qu'on intervienne et en son sein avec carte blanche de manière anodine. Donc nous, on a compris que c'était surtout que c'était au départ, enfin nous, on a essayé d'engager la mission alors même que le contrat n'avait pas été signé.
Et déjà, la première descente du terrain, on a compris que ce n'était pas ce qui était recherché par le patron de l'entreprise, mais pour lui, bon, il n'avait pas la connaissance de ce qu'est bon, différents types d'audits, en fait. Et il nous avait demandé d'intervenir. Dites, vous avez carte blanche pour regarder, examiner tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on a compris, nous, que c'était un audit général, global. On allait tout auditer, de la production jusqu'à les états financiers. En fait, on a compris dès la première journée que ce n'était pas du tout le cas et que ce qu'il voulait dire, c'était un audit des états financiers, tout simplement, donc un audit financier. Voilà. Donc, il faut, la négociation va faire émerger le type d'audit, l'étendue de l'audit, etc. Donc, c'est un service qui est modulable, c'est-à-dire changeable, en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Une entreprise va vous dire, moi, je veux simplement un audit de la fonction commerciale. Une autre entreprise va vous dire, écoutez, je veux simplement un audit du recrutement. Une autre va vous dire, dans le cadre d'audit social, je veux simplement un audit de la formation. Il n'y a que la formation. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe qui est problématique dans ce module de la formation, ou cette taxe formation au sein de l'entreprise, on voudrait vous voir vous pencher sur ce sujet en particulier, cet aspect en particulier. Voilà, donc l'entreprise, c'est pas comme dans l'audit légal, ici, toutes les situations sont rencontrables, entre guillemets, en fonction des attentes de l'entreprise. Voilà, donc, et ça, c'est forcément un audit oui, ouais, j'allais dire audit, enfin, très souvent, pas forcément, très souvent c'est un audit opérationnel. Mais je peux rencontrer un audit contractuel très limité dans le cadre d'audit financier comptable. On me demanderait par exemple d'auditer juste la trésorerie. J'ai un problème au niveau de la trésorerie, donc il y a un problème, on a besoin d'auditer juste la trésorerie. Voilà, donc, mais le maître mot que vous devez, enfin, qui règne ici dans le cadre de l'audit contractuel, c'est le fait que c'est le client qui va, vous allez aider le client. Des fois, comme le cas de l'exemple que je vous ai donné, l'exemple que je vous ai donné, le client peut avoir du mal à comprendre le jargon du métier, peut ne pas avoir lui-même la facilité d'exprimer comme il se doit ses attentes ou ses besoins. Et donc, c'est à l'auditeur de l'aider à formuler ses besoins et d'exprimer ça dans le cadre d'un terme de termes de référence qu'il lui soumettra par la suite et auquel il s'ajouterait lui-même. Alors, quelle est la différence entre l'audit légal et à quel niveau apparaît la différence entre l'audit légal et l'audit contractuel? Elle apparaît au niveau d'un point très très important. C'est le fait qu'au niveau c'est la facilité de l'accès à l'information. Sachez que dans le cas de l'audit légal, l'entreprise a tendance à montrer, à enjoliver la réalité, à faire en sorte que la réalité corresponde réellement à ce qui est traduit dans les chiffres. Et donc, en fait, le champ des assertions, il augmente. Hein. Et l'entreprise peut avoir même tendance voilà, c'est ça, le fait de chercher à enjoliver la réalité, on ne montre que ce qui est à l'avantage d'une certification positive, on va dire, des états financiers. Moi, je m'amuse à dire que vous pouvez passer autant de temps dans une entreprise, elle ne vous montrera que ce qu'elle a envie de vous montrer. Donc, vous pouvez passer 1 an dans une entreprise, mais vous n'en saurez pas plus que ce que les gens au sein de cette entreprise veulent bien vous montrer. Voilà. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'audit légal, on est plus dans la conformité, on n'est pas dans la logique d'efficacité. C'est-à-dire qu'on définit un certain nombre de référentiels auxquels dont on examine le respect dans le cas des différents processus, étapes de l'élaboration des états financiers. On voit c'est-à-dire il n'y a pas de raison qu'en respectant ces référentiels-là, qu'on aboutisse à des états qui sont différés par rapport à la réalité. Bon, ça c'est, moi perso, j'exprime avec beaucoup de réserve aussi.
Et c'est pour ça qu'on s'en remet justement à ces référentiels. Par contre, dans l'audit contractuel, l'entreprise, elle est à l'aise. C'est elle qui a fait appel à vous. C'est elle qui vous a appelé pour intervenir en son sein. C'est elle qui vous demande de vous exprimer sur un aspect ou un autre de son fonctionnement. Et donc, du coup, vous aurez un accès extrêmement facile à l'information et on vous donnera toute l'information dont vous aurez besoin. On ne cherchera pas à enjoliver quoi que ce soit, on vous donnera la réalité telle qu'elle se présente parce que l'entreprise a intérêt à ce que vous lui disiez, à ce que vous lui fassiez des recommandations exactement à même de l'aider. Donc, elle se mentirait à elle, elle se rendrait préjudice si, si elle ne fait pas ça, si elle enjolive une réalité qui est loin d'être celle qu'elle a vécue. Et puis, dans le cas de, tout à l'heure, on a parlé de conclusion de l'audit, donc je certifie avec réserve, sans réserve, je refuse de certifier, donc qui boucle la boucle de l'audit. Ici, on est plus sur un rapport final avec une part très importante des recommandations. Donc, on montre à l'entreprise qu'est-ce qu'elle doit faire, parce que c'est ce qu'elle nous demande, au fait. Le but, c'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon. Le but, c'est de dire voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce qu'il faut faire dans les deux cas. Aussi simple que ça. Et les recommandations de l'auditeur, plus vous faites des recommandations qui sont sensées, réalistes, to the point, etc., et mieux vous serez en fait apprécié dans le métier. Et on vous fera confiance on fera ce qu'on appelle dans le métier le renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire on va
après, si je me dis, je ne m'arrête pas à ça, et que ma mission d'audit de recrutement, elle a été faite dans une logique contractuelle, et que on me demande en fait les pistes d'amélioration, on me demande de savoir qu'est-ce qui se ferait mieux, est-ce que finalement il n'y a pas des choses à améliorer, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de même aller jusqu'à faire la refonte de la procédure de recrutement, etc. Là, je vais basculer vers une autre logique. C'est ce qu'on appelle l'audit d'efficacité. Donc, j'ai regardé un peu tous les aspects qui relèvent de la conformité, mais je ne me suis pas arrêtée ici. Je vais aller intégrer la logique d'efficacité. En quoi consisterait-elle sur le droit du travail, par exemple, on va dire qu'il y a des choses qui sont respectées, mais il y a des éléments sur lesquels le droit du travail il est plutôt évasif ou il est généraliste et que il faudrait peut-être partir sur une procédure de recrutement qui va au-delà de cette interprétation basique du droit du travail et intégrerait une logique d'efficacité. Je ne sais pas ce que je pourrais donner comme exemple à ce niveau-là. Euh, Par exemple, oui, euh, oui, je veux dire ça, mais bon, je ne sais pas si ça tiendrait la route. Le droit du travail au Maroc, il autorise le travail des enfants de plus de 15 ans. D'accord? Donc ça, le droit, en matière de droit du travail, si je fais travailler les enfants dans des conditions qui sont bonnes et que ces enfants sont âgés de plus de 15 ans, bon, je suis dans la légalité la plus absolue. Mais en fait, concrètement, on se rend compte que ces enfants ne sont pas productifs, etc. Je peux, dans la procédure de recrutement, faire en sorte de remettre en cause la procédure de recrutement on va dire, inspirée du droit du travail et la remettre, dire par exemple que dans l'entreprise, l'emploi se fera auprès de personnes âgées de 18 ans et plus. Par exemple, enfin, j'ai donné ça pour montrer que, bon, il y a l'aspect de conformité, de légalité, de régularité, mais on peut supplanter ça, enfin, on peut aller au-delà de ça et préciser certains aspects qui, qui sont de l'ordre de l'efficacité. Donc, voilà, donc ces aspects-là, lorsque je fais un travail de ce type-là, ça relève de l'efficacité. Supposons par exemple que le problème du recrutement au sein de l'entreprise, on se rend compte que ce n'est ni un problème de conformité, ni un problème d'efficacité. Mais on se rend compte que le problème est plutôt un problème d'animation. Je m'explique. La procédure, elle est très bien. Le référentiel est clair et il répond à toute logique à la fois de conformité et qui va au-delà de la conformité. Il est dans une logique d'efficacité. Mais au moment où il est décliné par des hommes qui ont des problèmes de management. On a au niveau de la GRH, par exemple, quand la GRH, on a une personne qui chapeaute la structure, qui, au moment des recrutements, désigne une commission fixe parce qu'il n'a pas trop confiance dans les autres collaborateurs. Donc, ça devient un problème de management. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Tabatoni et Jarnier appellent les systèmes d'animation au sein d'une entreprise. Donc, on a les aspects qui relèvent de la gestion, enfin, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui anime les procédures? Les procédures sont animées par les hommes. Et des fois, le problème, c'est même pas la procédure, le problème, ce sont les hommes. C'est un peu ça ce qu'on cherche dans l'audit de management. Quand le problème, c'est pas les procédures, quand le problème, c'est pas les référentiels, mais que le problème devient un problème d'homme ou de management qui anime les référentiels, ben on a un souci enfin, on est en train de basculer dans un audit de management. Alors, ça peut ne pas être tout ça à la fois, et à ce moment-là, je bascule vers autre chose. C'est que la stratégie, en fait, c'est beaucoup plus
la stratégie de recrutement de l'entreprise pose problème. En fait, l'entreprise lance des procédures de recrutement quand, ça y est, la personne, elle est partante. Et or, la stratégie de recrutement, et en fait, ça se traduit, quand la personne part, ça se traduit par une perte de connaissance au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez travaillé 45 ans dans une entreprise, vous allez partir le mois prochain, et on est en train de recruter quelqu'un qui va vous remplacer. C'est une aberration que dans la stratégie de recrutement, on de n'engager, de n'enclencher la procédure de recrutement que quand la personne elle est en partance. En fait, on devrait enclencher la procédure. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans ce qu'on appelle la capitalisation de la connaissance. Avant que vous partiez, 2 ans avant que vous partiez, parce que vous avez bossé pendant 45 ans, on n'a pas besoin que cette connaissance que vous avez développée, que vous avez de votre travail capitalisée, que vous avez cumulée sur toutes ces années, qu'elle parte dans la nature. On a envie que quelqu'un d'autre, de plus jeune, puisse pomper un peu tout ce que vous avez dans la tête et que puisse un peu l'entreprise en fait capitalise ça en son sein. Alors là, lorsque je commence à me poser ces questions-là, je suis en train de faire un audit stratégique pour parler de la stratégie de recrutement. Donc voyez comment en fait beaucoup, hein, vous vous rendez peut-être vous-même compte que où se logent en fait, les risques de confusion entre les typologies et l'étendue de l'audit. Et donc, en fait, les typologies sont celles que j'ai citées tout à l'heure. L'étendue, c'est ce que je fais à l'intérieur de ma mission d'audit. C'est-à-dire que je peux m'arrêter à un niveau de conformité, je peux enchaîner sur l'efficacité parce que voilà, je suis arrivée à trouver où le mal se situe. Le mal peut se situer au-delà et donc dans les systèmes d'animation, auquel cas j'étends mon audit au système d'animation et de management. Et le problème peut aller au-delà et que c'est la stratégie qui est interrogée à ce moment-là. Voilà, je vais m'arrêter parce que je commence à être essoufflée. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser sur ce qu'on a vu maintenant. Donc de toute façon, on reprendra demain, mais j'aimerais bien vous écouter si vous avez des questions ou que vous énervez que je réponds. Pas de questions? Madame, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Madame, est-ce que l'auditeur a l'obligation de poser un questionnaire pour détecter les anomalies? Oui, parmi les outils, on va voir ça. Moi, je dirais plus un guide d'entretien. Hein. On parle effectivement dans l'audit. Si vous prenez ATH, gardez en tête cette référence, ATH, A comme accès, T comme turnover et H comme home. ATH, qui est un ouvrage que vous trouverez à la bibliothèque chez nous, qui est très ancien. Moi, je vous parlerai j'ai évoqué tout à l'heure Tabatoni, Jarmio, Anthony, etc. Je vous évoque des auteurs vieux de la vieille, mais c'est en fait, à mon avis, des classiques dans les sciences de gestion, en particulièrement au niveau de l'audit pour ATH, où vous allez trouver en fait les questionnaires d'audit, d'accord, pour les différentes phases. On appelle ça questionnaire. Mais dans le fait, personnellement, parce qu'on les administre en vis-à-vis direct, c'est pas des questionnaires au sens méthodologique du terme. La méthodologie, les questionnaires, on peut les administrer par voie postale, on peut les administrer en face-to-face, en vis-à-vis direct. Par contre, dans le cas des questionnaires d'audit, ce sont des questionnaires qu'on administre en vis-à-vis direct. On a toujours quelqu'un en face, on a toujours un interlocuteur en face de soi. Et donc pour moi je les assimilerais plus méthodologiquement parlant à des guides d'entretien, si vous avez envie d'avoir un peu à quoi ça se ressemble. Donc allez sur ATH, allez examiner les ouvrages d'ATH, qui est un cabinet, et que ce sont des classiques, on les a depuis les années 90 à la fac. Et au niveau d'ATH, vous allez trouver les questionnaires d'audit. Et pourquoi? Alors, ces questionnaires ou ces guides d'entretien, comme je les appellerais,
ce sont des outils que j'ai techniques. C'est à travers eux que je récupère ce qu'on appelle la documentation primaire, les données primaires. C'est comme deux types de données que vous collectez. Parce que votre opinion, quelle que ce soit dans le cadre d'un audit qui se termine avec des conclusions de certification, que ce soit dans le cadre d'un audit qui se termine avec un rapport avec des recommandations à la clé, etc., dans tous les cas de figure, votre opinion doit être motivée. Donc, tu fais des choses dans les nuages et tu te dis, ouais, moi je vais. Non, il y a les données, ce qu'on appelle les données secondaires, que l'entreprise est amenée à produire. Ça peut être les PV, les rapports de gestion, les rapports d'activité, les documentations qu'elle produit en interne. Ça, ces informations, elle les produit que l'auditeur intervienne ou il n'intervienne pas. Donc, elles existent indépendamment de la présence de l'auditeur. Les données qui existent de ce type-là, on les appelle les données secondaires. Après, les données secondaires, je ne peux pas fonder une opinion simplement sur des données secondaires parce qu'elles n'ont pas été produites pour les mêmes purposes, pour les mêmes finalités. Hein, alors que la finalité de mon intervention, elle est tout à fait d'autre. Donc, je les utilise. Elles me permettent de préciser les éléments que je vais mettre dans le questionnaire, les éléments que je vais mettre dans les guides d'entretien. Mais en aucun cas, ces données secondaires ne peuvent fonder mon opinion à elles seules, elles ne peuvent fonder mon opinion, elles ne peuvent fonder à elles seules mon rapport. Et donc, en fait, je les triangule, j'ajoute, je les circularise avec ce que j'appelle les données primaires. Et donc, les données primaires, c'est celles que je collecte à travers plusieurs éléments de collecte des données. Je les collecte à travers disons les entretiens avec les acteurs, les entretiens tout en utilisant les questionnaires, d'accord, les guides d'entretien, en vis-à-vis direct, toujours, en face-to-face. Après, il y a aussi les données que je collecte, mais avec les observations, hein, non participantes. J'observe. Parce que n'oubliez pas que quand je vais dans une entreprise, soit j'y vis parce que j'y travaille, parce que je suis auditeur interne, soit parce que quand je suis auditeur externe, on m'attribue un bureau. Pendant un mois, je vais être dans cette entreprise en train d'observer, en train de regarder, en train de questionner, en train de m'entretenir, etc. Et donc, je récupère de l'information. Alors, vous allez me dire, ces données primaires, pourquoi je les... Généralement, les données secondaires me permettent, c'est-à-dire l'examen des états financiers, l'examen des rapports d'activité, etc., ils me permettent de dégager des dysfonctionnements. L'information ne colle pas avec la réalité. D'accord? Dans ce cas, je dis, ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas tout de suite. C'est là où, très souvent, les gens, ils sautent au plafond, ils disent, ah tiens, je l'ai trouvé, Eureka, c'est une fraude. Là, هذيك كنسميها في الاول je l'appelle dysfonctionnement شي حاجه اللي ما ne rime pas, c'est pas normal d'avoir هاد le montant في هاد le poste هذا, c'est pas normal de trouver par exemple نعطيكم un exemple très très parlant ولكن je sais, bon, sans rentrer dans les détails, je peux trouver par exemple une entreprise هي ما عندهاش les dettes financières, ما عندهاش les dettes de financement à long terme, il n'a pas d'emprunt ياك, ولكن جو بار في لي شارج وكنلقى عندها لي شارج طالعين بزاف, لي شارج فينانسيير. هذه بالنسبه لي سي ان ديسفونكسيونمون. سي كوا سو بروبليم؟ يا اما يا ان بروبليم ما كيعرفوش, يا اما يا ان بروبليم دو فرود tout simplement qui très enfin fraude بهلا on va dire, يا اما c'est un problème de compétences, وشي واحد اللي ما كيعرفش كونتابيليزي كيخرمز في لا كونتابيليتي. En tout cas, انا بالنسبه لي c'est pas tout de suite que je dis راها c'est une fraude, c'est pas tout de suite que je dis c'est une anomalie, c'est pas tout de suite كنقول c'est un dysfonctionnement. فوقاش كيولي هذا dysfonctionnement devient une anomalie les problématiques quand je mène les entretiens ديالي, كندير les entretiens هذوك via les questions etc, وما كنلقاش une réponse probante satisfaisante لداك l'écart ou لداك le dysfonctionnement.
Donc voilà pourquoi c'est important de partir sur la collecte des données primaires, parce que dès que les données primaires, qui nous permettent généralement le passage de l'interprétation, mais le dysfonctionnement, l'anomalie. L'anomalie que plus tard غادي نقول هادو voilà l'anomalie صافي ديك الساعه كنعرف بان داك مشكل كبير في قلب l'entreprise وكنشوف كيفاش est-ce que il est intentionnel, il n'est pas, etc., etc. Là, je me pose d'autres types de questions. Voilà, d'autres questions? D'autres questions? Walou? Tout est clair? Bien. Est-ce que je vous ai donné ce cours, Audit 101? Vous m'entendez? Oui, madame. Ce cours, had le support de cours. عطيته لكم ولا باقي؟ Non, madame. Pas encore. صافت لي le support, pardon. صافت لي l'adresse email باش نصيفطو لك فيه. D'accord, madame. OK? Oui. Parfait. OK. Entendu. OK. Bien. Donc, ça vous arrange qu'on se voit à quelle heure demain? نديرو demain un petit peu vers 16 heures. Ça vous, 16 heures. Ça vous va 16 heures demain ou 16 heures? 16 heures demain, ça vous va ou pas? D'accord, madame. Vendredi. D'accord, madame. D'accord, madame. OK. Madame, Donc, oui, s'il vous plaît, on a un examen de rattrapage demain à à quelle heure? 15 heures. D'accord. Vous finissez à quelle heure? Je sais pas. Vous savez pas. Un Je examen. pense 16 heures. D'accord, madame. Là, 15 heures. عندنا شي وحدين اللي عندهم un examen de rattrapage. C'est pas tous. C'est ça. Combien de personnes ils ont un examen de rattrapage? Il existe, je pense, 6 personnes qui ont un examen de rattrapage. L'examen sera oral. Je pense qu'elle ne passe pas une heure. D'accord, oui. OK, donc on reste sur 16 heures. OK, parce que ça ne va pas dépasser 1 heure. Donc, on se voit au-delà de... De toute façon, on sera là à 16 heures et la personne en question peut nous rejoindre après. OK, donc entendu. Donc, on fait comme aujourd'hui. Je vous envoie le lien et on se voit demain. Si entre-temps, vous pensez à des questions que vous avez envie de poser, donc n'hésitez pas à les préparer. D'accord? Merci beaucoup, madame. D'accord, madame. Au revoir et à demain, Inch'Allah. D'accord, madame. Au revoir.